Les années 70 sont considérées comme l'âge d'or de la Formule 1. Une époque où les top teams pouvaient se faire dominer par des petites structures. Une époque dangereuse qui a vu disparaître de nombreuses figures de ce sport. Une époque où l'inventivité et la flexibilité étaient le maître mot. À une époque où la F1 d'aujourd'hui est régie jusqu'au moindre boulon, les années 70 sont un Eldorado dans le continuum espace-temps de la F1. Une époque bénie, théâtre de terribles batailles, de drames, mais également de formidables épopées, régies par des hommes dont la passion et le caractère auront fait chavirer le petit microcosme de la planète F1. Parmi ces aventuriers figure un jeune aristocrate aussi orgueilleux qu'intrépide et aussi arrogant que fortuné. Lord Alexander Esquette. Alexander Esquette est né le 28 octobre 1950. Fils du baron Esquette, il devient baron lui-même après la mort de son père à l'âge de 5 ans. Son fief, situé dans le Northamptonshire, à seulement 6 km de Silverstone, prédestinait-il le jeune Alexander à devenir patron d'écurie de F1 Peut-être. Toujours est-il qu'il a toujours eu l'automobile dans le sang. Fan de la star écossaise Jim Clark dans ses jeunes années, le jeune baron n'est pas un bon élève. En revanche, il trouve sa voie très jeune. En effet, il quitte l'école à l'âge de 15 ans pour devenir vendeur de voitures. Alexander Esquette rejoint les États-Unis 2 ans plus tard et il y effectue un stage dans une société d'investissement. Et il en revient en 1971. Tout naturellement, il fonde sa propre banque. Le sens des affaires, dirons-nous. Au cours de cette même année, la chance a voulu qu'il fasse la connaissance lors d'un mariage de Anthony Bubbers Horsley. Horsley est très connu dans le monde du sport auto à l'époque. En effet, il fut pilote pour Frank Williams dans les années 60 en F3. Horsley arrive rapidement à convaincre Esquette de croire en lui montant de toutes pièces une équipe taillée pour le pilote originaire du Kent. Un soir où nous dînions ensemble, nous nous ennuyions, et j'ai proposé à Alexander, pour nous distraire, de fonder une écurie de Formule Ford. Naturellement, Alexander charge Horsley d'être la tête de proue de son écurie naissante, mais la première apparition eut lieu en F3 dans la principauté monégasque, et malheureusement, la Dassel de F3 n'est pas au niveau, d'autant plus qu'Horsley révèle rapidement ses limites. Le jeune Britannique fait appel alors à James Hunt pour prendre le relais au sein du baquet de la Dassel. Mais Hunt est un casseur de bagnoles. La Dassel se retrouve rapidement à la casse. En fin de saison 72, Esquette est désespéré et malade. À l'hôpital, il regarde une course de formule libre, catégorie mélangeant F1, F5000 et F2. Hunt y réalise une course admirable et termine 5ème. Esquette, regonflé par cette performance, décide de passer directement à la F1. L'équipe débute par un programme partiel en 1973, avec une March 731 privée équipée de l'inoxydable Ford Cosworth et de pneus Goodyear, et s'y révèle tout de suite dans le rythme. Alors que March, qui avait elle-même viré Hunt de son programme de F3 en 1972, s'enfonce dans l'abîme. Le génial ingénieur Harvey Postlethwaite exploite à merveille les points forts de la belle anglaise. En effet, à Monaco, pour son premier Grand Prix, l'écurie se qualifie 18ème et navigue dans les points avant d'abandonner sur panne moteur. En France, Hunt réalise l'exploit de rentrer dans les points à la 6ème place. En Grande-Bretagne, à Silverstone, Hunt survit au carnage du premier virage, provoqué par Jody Scheckter. Le Britannique effectue une course brillante et termine 4ème avec le meilleur tour en course. Hunt fait encore mieux en Hollande, en montant sur le podium à la 3ème place, et passe tout proche de la victoire à Watkins Glen. Mais le super suédois Ronnie Peterson le prive de son premier sésame pour moins d'une seconde. Hunt terminera 8ème du championnat 1973. Outre ses très bons résultats, l'écurie de Silverstone possède une vraie identité. En effet, Lord Esquette multiplie les fêtes fastueuses, offre du caviar et du champagne dans les stands, et s'affiche avec des looks aussi débraillés que provocateurs. Hunt, en tant qu'apôtre de la provocation, s'affiche avec une combinaison où il est écrit « Sexe, le petit déjeuner des champions ». Et en tant que parfait iconoclaste, l'équipe n'affiche aucun sponsor car Dixit Esquette, les logos de préservatifs, c'est vulgaire. Car à l'époque, il n'était pas rare de voir de tels sponsors sur les F1 de l'époque. John Surtees peut en témoigner. En plus de cela, l'équipe adopte comme emblème un petit nounours avec les couleurs de l'Union Jack. Outre son côté haut en couleur, les performances de l'écurie provoquent la colère de l'establishment de la planète F1, et 74 ne va pas apaiser ces derniers. La saison 74 va prendre une nouvelle ère pour Esquette, car l'écurie la plus déjantée du plateau est désormais un constructeur à part entière, et la Esquette 308 pousse ses premiers cris début 74. Prévue à la base pour un moteur V12, l'écurie accueillera bien un moteur Cosworth, mais malheureusement la 308 se révèle peu fiable. En dehors d'une victoire à l'International Trophy, course hors championnat, et d'un podium en Suède, Hunt abandonne à 6 reprises et termine 10ème à Montjuïc. La suite de la saison est un peu meilleure, avec 2 podiums en Autriche et aux États-Unis, et une 4ème place au Canada. Malgré 8 abandons en 13 courses, la tournée nord-américaine, très fructueuse, permet de croire en l'avenir. Avec simplement une voiture, Esquette termine 6ème des constructeurs
notamment devant BRM, Shadow ou encore March. De son côté, Hunt, avec une 8ème place au championnat pilote, se révèle comme un pilote sur qui il faudra compter pour le futur. « 1975 voit Esquette adopter une nouvelle stratégie. En plus de son écurie principale, la petite écurie britannique fournit des châssis 308 ancienne génération à des pilotes dits payants, comme Harald Hertel, le suédois Thorsten Palm ou encore le futur champion du monde Alan Jones. Mais voilà, le matériel est sensiblement en deçà de l'équipe principale et le meilleur classement est réalisé par Harald Hertel en Allemagne avec une 8ème place, classement favorisé par l'épidémie de crevaison qui a décimé le peloton. De son côté, Hunt enchaîne les bonnes performances. En effet, le Playboy britannique commence sa saison sur le podium en Argentine et ramène un point d'Interlagos. Mais Hunt enchaîne ensuite avec 5 abandons consécutifs. À Monaco, il est envoyé dans le mur par Patrick Depailler. Ulcéré, Hunt en vient carrément aux mains avec les commissaires. En Suède et en Belgique, James est de nouveau malchanceux avec 2 problèmes mécaniques. Hunt compte sur Zandvoort pour se refaire une santé. Et en qualification, ce dernier confirme qu'il est à l'aise sur le tourniquet batave, puisqu'il est 3ème à l'issue des qualifications. Le début de la course est humide, mais la piste sèche rapidement, et Hunt chausse les slicks dès le 8ème tour. Pari payant, car Hunt fonce sur le tiercé de tête et prend la tête dès le 15ème tour. Hunt a une belle avance, mais voit Jarier et Lauda fondre sur lui. Pourtant Lauda ne va prendre aucun risque et Hunt s'envole vers la victoire et empoche son premier succès en Formule 1. Esquette, elle aussi, arrache son premier triomphe dans la catégorie Rennes. Hunt the Shunt, porté par cette fantastique performance, signe 2 autres podiums en France et en Autriche et rentre 5 fois dans les points sur les 7 dernières courses. The Biggest Little Racing Team in the World réalise une saison exceptionnelle en terminant 4ème du championnat devant Tyrrell, Lotus et autres March. Quant à Hunt, il termine lui aussi 4ème du championnat à 4 points de Carlos Reutemann. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le train de vie dispendieux de l'équipe n'est pas du coup des banquiers. Et l'équipe est vendue au millionnaire canadien Walter Wolf qui fusionne les restes d'Esquette avec Williams Racing. Postlethwaite rejoint Wolf avec X, alors que James Hunt tente sa chance chez McLaren pour détrôner Niki Lauda, champion du monde en 1975. Fin 75, Lord Alexander est poursuivi par le fisc britannique et s'exile aux États-Unis. Désargenté, Esquette a encore une existence juridique, mais uniquement en tant que constructeur de châssis. Alexander n'a vendu que l'écurie de course. Il demande alors à son lieutenant, Bubbles Horsley, de mettre en sommeil l'entité, dans l'espoir de repartir un jour. Peut-être. Et c'est chose faite à partir du Grand Prix d'Afrique du Sud. Horsley fait revivre une écurie semi-officielle avec l'aide des sponsors de Harald Hertel, comme Eico, entreprise qui fabrique des outils pour l'automobile. Mais Harald Hertel n'est pas James Hunt. En dehors d'une 7ème place à Silverstone et 2 8ème places à Zellweg et à Fuji, Hertel truste les abandons et les place en fond de peloton. Et ce malgré l'évolution de la 308D sans cheminée conçue par les ateliers de l'équipe de Silverstone. Les pilotes privés, comme Guy Edwards, Alex Ribeiro ou encore Rolf Stommelen, n'apportent pas plus de résultats. Maigre consolation, même avec 0 points, Esquette réalise une saison aussi catastrophique que sa fausse jumelle Wolf Williams Racing. Et ce, malgré des pilotes du calibre de Chris Amon, Jacques Lafitte, Arturo Merzario ou encore Jackie X. Preuve que les Esquette 308 et autres FW04 et 05 sont totalement dépassés. Frank Derny, futur ingénieur chez Williams et Toyota, est préposé à la conception de la nouvelle 308E. Mais cette dernière n'arrive qu'en Espagne pour le 5e Grand Prix de la saison 1977. Hertel rempile pour une 3e saison aux côtés du jeune Rupert Kikan. Esquette, débarrassé de ses soucis financiers, réussit à convaincre Penthouse, Rizla et British United Air Ferries, dont le PDG est le père de Keegan, de soutenir l'écurie. Mais les 308E ne font pas de miracle. Seule surprise, Keegan domine Hertel et le jeune pilote britannique est plus rapide que son compère autrichien, mais impatient, il ruine souvent ses courses par des erreurs. Il arrive néanmoins à terminer à la porte des points en Autriche, en Italie et aux États-Unis, alors que Hertel, à court de liquidité, est expulsé de l'équipe avant même le Grand Prix d'Angleterre et est remplacé par le Mexicain Hector Rebaque, puis par Ian Ashley, sans plus de succès. L'avant-dernier Grand Prix de 1977 est un cauchemar. En qualif,
Ashley s'envole sur une bosse, passe par-dessus les barrières et s'écrase sur une antenne de télévision. Les secours mettent 45 minutes à dégager l'infortuné pilote anglais qui souffre de multiples fractures. Il ne remontera jamais dans une F1. Jacques, vous suiviez de près Ian Ashley. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est simple, c'est arrivé au bout de la ligne droite où on est à 270 à l'heure. Il y a une petite bosse, une légère bosse, et la voiture a dû se délester un peu trop de l'avant et l'air s'est engouffré sous la voiture et ça a fait aileron et elle a décollé comme un avion à la verticale. Elle a pivoté et elle est retombée sur le... Moi c'est tout ce que j'ai vu parce que comme j'étais très près, je suis vite passé à droite et... En fait, Ian Ashley s'est tiré fort bien de cet accident puisqu'il n'a que des fractures aux jambes et aux bras. Mais cet accident a beaucoup ému les pilotes et j'aurais aimé que vous nous donniez votre point de vue sur les questions de sécurité ici à Mosport. C'est simple, ici c'est un circuit qui, d'après moi, est aussi dangereux que le Nürburgring, peut-être même plus. Ça fait 4 ans que je suis venu 3 fois ici, ça fait 5 ans que tout le monde dit que c'est un circuit dangereux, ça fait 5 ans qu'on revient tous les ans régulièrement. Et là, comme c'est un accident, heureusement, Ashley n'a pas grand-chose, il aurait pu être gravement blessé. Et peut-être que l'année prochaine, on ne reviendra plus ici. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que la piste est très étroite. Ici, il fait très froid l'hiver, donc il y a énormément... Le revêtement ne tient pas le choc l'hiver, donc il y a beaucoup de bosses. En plus, le circuit est très tourmenté avec des hauts, des montées, des descentes. Et on décolle... Enfin, la voiture se délaisse très très souvent. Et les abords de piste sont très dangereux parce que les rails ne tiennent pas debout. Vendredi, je crois, il y avait 90 personnels pour la sécurité alors qu'il en faut 200 et puis tout comme ça. Parti dernier, Keegan remonte à la 13e place au tiers de la course. Malheureusement, il s'accroche avec Hans Binder, à qui il voulait prendre un tour. La course des deux s'arrête ici. Pour ne rien arranger, Riccardo Patrese en fin de course s'écrase sur l'épave abandonnée de Rupert Keegan, anéantissant pour de bon le châssis. Forfait à Fuji, avec 0 points, Esquette enchaîne sur une deuxième année blanche consécutive. Pour 78, Lord Alexander tente un dernier coup de poker. Penthouse, Rizla, British United, Keegan et Ray Baquet ont plié bagages. Le baron se rabat sur Divina Gallica, skieuse britannique spécialiste du slalom géant. La jeune femme avait tenté sa chance en 1976 au moment d'une sortie pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais Divina n'avait pas réussi à se qualifier. Pour financer cette nouvelle aventure, Esquette s'adjoint le soutien du fabricant d'appareils photo Olympus. Gallica échoue à se qualifier lors des 2 premiers Grands Prix et est congédiée sans ménagement. Elle est remplacée par l'américain Eddie Cheever. Sans succès. Esquette lance alors Derek Daly à partir du Grand Prix des États-Unis Ouest, mais Daly, pourtant très talentueux, ne parvient pas à se préqualifier aux États-Unis et à Monaco. En Belgique, Daly réussit à passer au travers du piège des préqualifications, pour mieux échouer lors des qualifications à 7 dixièmes de la 24e et dernière place, détenue par Brett Lunger. Le Grand Prix d'Afrique du Sud sera le 52e et dernier de l'écurie du Northamptonshire. Faute de financement, Esquette n'a plus les moyens de courir en F1. Lord Alexander décide de liquider son écurie. Quelque chose s'était coupé depuis la fin 75, et les 2 saisons et demie suivant cette formidable saison furent un véritable calvaire. Horsley deviendra acteur pour des spots commerciaux. Lord Esquette deviendra ministre de l'Industrie sous le gouvernement Major et fut également constructeur de motos, mais sans grand succès. Postlethwaite continua chez Wolf en F1 avant de rejoindre Ferrari en 81, puis Tyrrell en 1990. En 1999, le génial ingénieur rejoint Honda, qui désire s'engager en F1 à partir de 2000. Le châssis développé par Dallara et surnommé Hondola lime la piste de Montmelo. Malheureusement, Postlethwaite est victime d'une crise cardiaque lors des tests privés effectués sur la piste barcelonaise. Il avait 55 ans. Quant à Hunt, il deviendra champion du monde en 1976 suite à un duel homérique avec Niki Lauda, mais démotivé, Hunt quittera la F1 en 1979 après avoir tenté de relancer sa carrière chez Wolf. Quelques mois après sa retraite sportive, il est recruté par la BBC en qualité de consultant. Ses analyses et son humour grinçant, ainsi que son duo d'enfer avec Murray Walker, feront le bonheur des téléspectateurs anglais. Mais toujours porté sur la fête, Hunt the Shunt décédera d'une crise cardiaque le 15 juin 1993 à l'âge de 45 ans. Esquette, Hunt, Horsley et Postlethwaite furent les représentants d'une équipe intrépide, aussi dingue que sympathique, et ne se prenant pas trop au sérieux. Malgré ce côté cool et décontracté, ils étaient de formidables compétiteurs, capables de donner du fil à retordre aux meilleurs ingénieurs de l'époque, comme Forghieri, Chapman, Murray ou encore Tony Southgate. Mais comme souvent, l'argent fit la différence, et Esquette ne put développer suffisamment ses voitures malgré un savoir-faire évident. Malheureusement, aucune autre écurie ne reprendra le même modèle économique, ni le même modèle culturel, à notre plus grand regret.